Là, tu vas me dire, c'est que si tu vas me dire que c'est pas capable de battre une équipe de fermiers lituaniens en tant que première option, il n'y a aucune chance de gagner un chip cette année? C'est ça que tu vas me dire? Pas exactement, non. Ouais, mais c'est ça, c'est ça le message caché, je l'entends, là. Pas exactement, on va voir. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 4 septembre 2023, épisode 2 du podcast avec nous aujourd'hui. Pierre-Olivier Poulain avec vous, qui est toujours flanqué de mes deux acolytes principaux. Du côté, à ma gauche, Félix Forget, qui est le ministre de la Défense des Diamondbacks de l'Arizona. Et du côté, à ma droite, le président en chef du El Salvador, Emilio Costanza. Les boys, on va parler de football en profondeur un peu plus tard dans l'émission. On sait que la NFL recommence officiellement ses activités jeudi avec un affrontement entre les Chiefs de Kansas City et les Lions de Détroit. On aura amplement le temps de faire le tour du sujet et de voir un peu quelques histoires qui sont à retenir pour la prochaine saison. Mais juste avant de jaser de ça, êtes-vous remis de la victoire du Canada ce matin? Moi, je regarde encore ça puis je me dis, on a battu l'Espagne numéro 1 en titre pour une qualification aux Jeux Olympiques. Je suis encore chamboulé. Ah non, moi je suis encore sur le cul, là, je veux dire. Tu sais, Canada, on a toujours eu. Il y a toujours eu des bons. Puis là, je dis honte. Moi, je suis très fier Canadien quand c'est les compétitions internationales. C'est la seule fois que je vais être extrêmement patriotique. Mais, tu sais, Canada a toujours eu des bons joueurs, mais jamais assez de firepower pour passer au prochain niveau. Puis là, ben mon Dieu, cette année, c'était une bonne escouade. Oui, il manque des joueurs de la trempe de peut-être Bénédicte Mathurin, Shaden Sharp, Jamal Murray et Andrew Wiggins qui sont pas là et qui pourraient très bien faire l'équipe. Là. Mais finalement, cette année, c'est quelque chose qu'on dit très souvent dans le sport, là, c'est notre année. Ben, maudit, c'est l'année du Canada. Puis, en effet, grâce à une victoire contre nul autre que l'Espagne, champion en titre, plus maintenant. Ancien champion en titre et numéro 1 mondial, faut quand même le rappeler aussi. Faut quand même le rappeler, oui, tu sais, qu'ils ont perdu quelques-uns de leurs grands joueurs, notamment les frères Gasol pour commencer, là. Mais quand même, année après année, ou du moins à chaque compétition, l'une des équipes à surveiller dans les tournois internationaux. Le Canada a su non seulement les vaincre, mais c'était pas un chemin, si on veut, Mickey Mouse. Là. Je veux dire, ils ont quand même battu la France, et puis là, ben, contre l'Espagne aujourd'hui. Puis tout ça grâce à un bon travail en équipe. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant. Pas comme ça, là. Là, on se fait défoncer, là. Oui, Shai Gilgeous-Alexander a été incroyable. 30 points. Il a été clutch. Des allures à la Jordan. Mais c'est l'équipe au grand complet. Et moi, un des joueurs que j'apprécie beaucoup, je vais le dire tout de suite, je suis pro Dylan Brooks. Écoute, il est en train de faire son Redemption Tour, là. Je m'excuse, là. Dylan Brooks, Memphis, il n'existe plus. Maintenant, c'est une nouvelle ère. Redemption Tour sur la scène internationale et ça va le lancer vers sa saison avec les Rockets de Houston. Mais t'as raison, Shai Gilgeous-Alexander, non seulement avec un panier extrêmement clutch dans la dernière minute, mais il faut quand même aussi pas passer sous silence. 6 lancers francs avec moins de 30 secondes à faire. 6 en 6, sinon c'est probablement un résultat très différent parce que les Espagnols, ils ont cru jusqu'à la toute fin, jusqu'à la dernière possession, c'était encore possible pour eux de revenir et d'aller soutirer cette victoire-là. Et malgré tout ça, le joueur du Thunder de l'Oklahoma City continue ce qu'il fait de mieux et de mener le Canada jusqu'à la victoire et qui maintenant affronteront la Slovénie et Luka Doncic en quart de finale de la Coupe du Monde à la FIBA. Mais quand même, quelle journée on a eu, non seulement après cette victoire des Espagnols, mais aussi les Américains qui ont perdu contre la Lituanie. Oh mon Dieu, c'est sûr que vous me direz, c'est pas la super équipe des États-Unis. C'est sûr et certain, la Lituanie, c'est quand même un pays quand même bien représenté sur la scène internationale, mais c'est quand même une petite clap au visage à chaque fois que les Américains perdent.
États-Unis, what happened? Non, mais avant que Mio se mette à blaster Anthony Edwards, j'aimerais juste défendre l'honneur d'Anthony Edwards, c'est pas de sa faute. Il est entouré d'une gang de fermiers encore pire que les fermiers contre qui il jouait. Je veux que personne critique Anthony Edwards après aujourd'hui. C'est la seule chose que je demande. États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. What happened? Mais écoute, cette défaite-là, au-delà que ça fait en sorte que les États-Unis, d'ailleurs, qui ne sont même pas éliminés, vont quand même se rendre en quart de finale à la Lituanie également. Mais Noah Lyles, là, vient-tu vraiment de gagner son argument juste avec cette défaite-là? Parce que oui, moi là. Ben écoute, tant qu'à parler de compétition internationale, pourquoi pas parler de Noah Lyles? Oui, il a gagné, définitivement. Surtout que il s'est mis presque l'entièreté de la NBA à dos sur les réseaux sociaux parce que monsieur a dit, tu sais, les champions de quoi, tu sais? C'est quelque chose qu'on voit au baseball, c'est quelque chose qu'on voit en NBA, tu sais. Les champions de quoi? Même la NFL aussi. La NFL, c'est vrai qu'ils sont là-dedans aussi, les champions du monde. Ben, tu sais, il y a du monde qui vont dire, tu sais, c'est parce que c'est la meilleure ligue au monde, donc on va avoir les meilleurs athlètes au monde là. Je suis pas tant d'accord avec ça. Je veux dire, même si on regarde du côté du foot européen, là, eux autres, ils vont avoir la Ligue des champions d'Europe. T'sais, on fait un championnat littéralement européen grâce à des équipes qui sont, vous l'aurez deviné, des Europes. Ben là, du côté des États-Unis, ok, on a beau dire champion du monde. 98% de ton marché est situé aux États-Unis et le restant du 2% est une équipe à Toronto. Champion du monde, j'ai un petit peu de misère avec ça. Et qu'après ça, on veut dire non, mais c'est parce que le meilleur talent est là. Non. Le championnat du monde est sa propre chose. Les Olympiques, c'est la compétition pour avoir les champions du monde. En NBA, pour moi, ça veut absolument rien dire. Puis les arguments à 4 piastres de la NBA, je m'en bats. Ce sont que des champions des États-Unis d'Amérique. Puis surtout que la NFL, je peux leur excuser parce que c'est vraiment un sport typiquement nord-américain. Ça se développe ici et là dans le reste du monde, mais ça, on peut affirmer sans se tromper que oui, ils sont vraiment les champions du monde, malgré que c'est un brin peut-être arrogant pour le reste de la... Ce que j'achète pas, par exemple, du côté du baseball, c'est que tu regardes au Japon. Dans les dernières années, tu as eu des gars comme Ichiro Suzuki, Yusei Kikuchi, Shohei Ohtani, juste dire que le meilleur joueur de baseball présentement sur la planète est un joueur japonais. Donc, c'est dur de dire que les Américains, ou du moins une équipe de la MLB, peut se proclamer auto-champion du monde quand il gagne une série mondiale, alors qu'il peut très bien perdre. Mettons une équipe All-Star de la MLB américaine contre une équipe de la MLB contre une équipe de la MPB, la Nippon Professional Baseball. Ben, écoute, il y a un démo que peut-être la Ligue japonaise pourrait gagner ce genre de choses-là. Et du côté de la NBA, ben, on regarde les compétitions internationales, c'est pas le même genre de basketball. C'est tout sauf le même genre de basketball. Aux États-Unis, dans la NBA, c'est une ligue qui, disons-le comme il est ainsi fait, c'est une réglementation qui permet beaucoup d'offensives, qui permet beaucoup de faire beaucoup de jeux, alors que tu transportes du côté de n'importe où dans le monde. C'est un style de basketball totalement différent, basé sur un peu plus physique, un peu plus défensif. Donc, je pense que c'est là un peu que l'argument ne tient pas du côté qui donne raison, en fait, à Noah Lyles dans ce débat-là. Ouais, écoute. Moi, je stand my ground. Moi, je suis plus d'accord de son côté, là. Mais après ça, regarde. Ça va être un débat, je pense, qui va continuer jusqu'au jour qu'on meurt, là. Mais, écoute, on n'a pas vu la fin de ça. Je pense pas qu'il y a une réponse concrète, mais j'ai déjà hâte d'entendre les jeunes étudiants en philosophie 1 au cégep de parler de ce débat-là. Est-ce que les champions du monde est-ce que les champions de la NBA sont réellement les champions du monde? J'ai déjà hâte d'en voir. Moi, j'ai hâte de voir l'opinion de Platon, Socrate et Aristote de ce côté-là. Mais, en fait, ce qui fait en sorte aussi que du côté du basketball, malgré le fait qu'on est en plein tournoi international pour l'instant, on peut voir enfin le retour du meilleur joueur sur la planète. De tous les temps. Je ne parle pas de Michael Jordan. Je ne parle pas de LeBron James. Je parle bien de Practice Ben Simmons, qui est enfin de retour pour son tour annuel de posts et de vidéos sur les médias sociaux qui peint en lui le meilleur joueur de l'histoire de la NBA
Et tenez-vous bien, mesdames, messieurs, il a même osé affirmer on record devant les journalistes pour dire, basiquement, si j'avais à être échangé, ben moi, ça me dérangerait pas de retourner au 76ers de Philadelphie. Pardon? Moi, tu parles de gars qui m'a déjà vendu, qui était rendu un tireur à 3 points pendant une saison morte, puis finalement, il a seulement réussi un tir à 3 points en carrière? Oui. Peut-être 1 ou 2? Un officiel, oui. Oui. Mais je pense que Un c'est officiel, ça, ok. c'est ça en match pré-saison, par exemple? Et c'est arrivé aussi en match pré-saison. Contre, je pense Ah, que c'était c'est une ça. équipe australienne, je pense. Ok, mais quand je suis capable de compter sur mes doigts la quantité de tirs à 3 points que tu as réussi dans ta carrière, puis que tu m'as vendu que tu t'es développé un jump shot pendant la saison morte. Écoute, je pense que personne croit à Ben Simmons sur le fait qu'il serait ouvert à revenir à Philadelphie. On sait que ça a fini, comment je dirais ça, de façon épouvantable. Vraiment, c'était comme Jeff Petrie quand il a voulu quitter Montréal l'année passée. C'était à peu près le même calibre. Et honnêtement, c'était même pire. Ben Simmons se faisait huer sans arrêt. Ben Simmons, c'était l'ennemi public numéro 1. Puis quand t'es ennemi public numéro 1 à Philadelphie, c'est bon pas Dieu. sur un moyen temps. Ça n'a rien à voir avec Montréal. Philly, c'est pire. Tu peux plus aller à l'épicerie, tu peux plus aller Non. gazer ton char, c'est fini. Dans un marché comme Philadelphie, C'est là, fini. et bon Dieu. Puis on surtout sait que c'est intense à Philadelphie. Surtout que Ben Simmons, c'est pas... Disons que c'est pas la personne, puis ça date même de son époque du côté de l'université avec l'université LSU, qui est pas le gars qui va sortir de lui-même pour essayer de battre un peu ses détracteurs, va peut-être un peu plus se renfermer pour essayer de leur donner leur faire tort, finalement leur donne raison. Donc, tu sais, il y a plein d'affaires de même. Mais écoute, Ben Simmons, si tu veux revenir du côté de Philadelphie, moi je suis down pour un peu de drama. Là. Je suis down en sacrament. Là. Exact. Je pense. Moi, j'ai une théorie que Ben Simmons déteste le basketball. C'est une très bonne théorie. Je pense qu'il déteste le basketball. Je pense qu'il déteste ça être un athlète. Je pense qu'il réalise que c'est peut-être pas aussi rose qu'il pensait. Puis il décide de garder son nom un peu dans l'actualité en disant des trucs comme ça. À chaque saison morte, il y a au moins une déclaration incendiaire. Cette année, c'est qu'il serait prêt à retourner à l'endroit où est-ce qu'il est l'ennemi public numéro 1 depuis 3 ans à peu près. Je pense qu'il déteste ça. Puis honnêtement, qu'il fasse juste revenir à Philadelphie, je pense que Philadelphie vont le ramasser encore plus que Ole Miss, ils ont ramassé Mercer hier, là, tu sais. Je pense que ça, c'est même pas proche, là. S'ils osent retourner à Philadelphie, ça va être pire qu'une raclée de 73-7 dans un match football universitaire, là. Oh mon Dieu. D'ailleurs, parlant de petit point de football universitaire, shout out Coach Prime, Deion Sanders. Hey. Shout out à Deion Sanders et les Buffaloes de Colorado qui ont prouvé. En tout cas, pour le premier week-end, on sait que une saison, c'est long. Au football, c'est très long. Mais qui vient de faire un upset victory de 48-45 sur TCU, qui sont les finalistes en titre du championnat national de l'année passée et 17e au pays. 48-45, 510 verges pour Shedeur Sanders, le fils de Deion Sanders. 4 passes de toucher, 0 interception, record de programme. Travis Hunter, 119 verges et 1 interception. On parle de joueur qui est capable de jouer des deux côtés du sport comme Shohei. Ben, gardez Travis Hunter en tête. Je pense que c'est quelqu'un il va faire parler de lui pendant encore quelques années. 70 nouveaux joueurs arrivés dans l'équipe en transfert depuis la dernière année et réussi à les gagner ça. Shout out! Moi, je clappe pour Deion Sanders. Qui d'autre? Il a pas mal amené son équipe de Jackson State aussi. L'année passée, il était à Jackson State. Puis je pense qu'il a beaucoup ramené le gros des gars qu'il y avait là aussi. D'ailleurs, Shedeur Sanders, puis Travis Hunter aussi, qui avait surpris totalement tout le monde dans le monde du football collégial en disant, moi, je vais aller jouer avec Deion Sanders à Jackson State. Et quand Deion Sanders s'en vient au Colorado, il s'en va le suivre en transfert. Donc, qui d'autre? Moi, j'ai hâte de voir à quel point ce gars-là peut vraiment transporter un programme moribond. Mais moribond, là. 1 victoire, 11 défaites l'année passée. Ce gars-là, quand il est arrivé à la barre des Buffaloes, son contrat coûte à peu près 27-28 millions de dollars. L'école avait même pas les moyens de payer juste son contrat à lui. Les gens ont décidé de faire, ont tellement embarqué dans le train qu'ils ont décidé, on va faire une levée de fonds qui a basiquement payé son salaire au grand complet et qui a
fait en sorte que tout le monde a acheté. Basiquement, le programme a sold out la prochaine saison pour les fans. Une première en genre 30 ans à peu près, là. Je pense que du côté là du Colorado, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nice à voir de ce côté-là. Une autre chose qui est vraiment nice, on se transporte du côté du hockey. Grosse semaine dans le monde du hockey. Et non, on parle même pas de Ligue nationale car on est encore au mois d'août, les camps d'entraînement, c'est pas encore commencé. Mais on aura une Ligue féminine, mesdames, messieurs. C'est réglé. On a quelque chose qui s'en vient. C'est la PWHL qui a enfin officialisé qu'ils allaient avoir 6 nouvelles équipes pour sa prochaine saison en 2024. Après s'être fusionnés ensemble la Premier Hockey Federation, dont on retrouvait, mettons, la Force de Montréal l'année dernière, et la Professional Women's Hockey Player Association, les Stars et les Canadiens de Montréal. Basiquement, ce qu'on va avoir... Vas-y, Félix. Moi, je suis content de voir aussi qu'il y a un projet qui se développe pour donner justement cette tribune-là aux joueuses professionnelles, surtout à Montréal. On sait que ça a été, le hockey féminin a toujours une place, pas toujours, mais quand on regarde dans l'histoire récente, ça a quand même eu une place importante, que ce soit avec les Canadiennes ou avec la Force. Puis tu regardes, il y a beaucoup d'excellentes joueuses québécoises qui sont passées par là. Évidemment, Marie-Philippe Poulin, le premier nom qui passe qui vient en tête des gens. Mais si on regarde un peu plus loin, on pense à Kim Saint-Pierre, on pense à Caroline Ouellette. C'est tous des noms qu'on connaît bien. Puis même encore aujourd'hui, t'as Renée Desbiens qui est une joueuse élite au niveau féminin. C'est beau de voir qu'on leur accorde une tribune et qu'on donne un circuit qui va leur donner la chance de gagner leur vie en pratiquant leur métier. Évidemment, on n'est pas dans des salaires de la LNH. La disparité est assez majeure. Mais juste le fait qu'ils vont avoir une opportunité de jouer au niveau professionnel, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très bénéfique pour les joueuses et le hockey féminin. Je trouve que c'est une excellente nouvelle à ce niveau. Maintenant, où est-ce qu'on place Marie-Philippe Poulin parmi les agents libres les plus convoités dans l'histoire récente du hockey? Elle est dans le top 2 et elle n'est pas numéro 2. Hey, Chris, c'est une bonne question parce que là, je vais faire un peu la nomenclature de ce qui se passe depuis les derniers jours. Là, on a appris que on aura un calendrier de 24 matchs de janvier jusqu'à peu près mai-juin, à peu près 2024. Puis là, on aura peut-être un cycle qui partira peut-être en novembre l'année suivante. Là, ce qui se passe, c'est que là, on a 6 équipes. Ottawa, Toronto, Montréal, Boston, New York et Minnesota. On n'a pas de logo. On n'a pas de nom d'équipe. Les Twitter de chacune des organisations, c'est un generic ass team PR Twitter account. Il n'y a absolument rien. La seule chose qu'on sait, par exemple, c'est que maintenant, on a des directeurs généraux dans les 6 équipes. Du côté de Montréal, pas besoin de présentation. Daniel Sauvageau, je pense que du côté de Montréal, c'était la candidate définitive, vraiment, et nul besoin de présenter son CV. On sait à quel point c'est une légende dans le hockey féminin. Du côté de Toronto, c'est un peu la même chose. Gina Kingsbury, ancienne fille de Rouyn-Noranda, qui a grandi à Rouyn-Noranda. Chaleur de la Abitibi, je vous vois, qui sera pour du côté de Toronto. Ottawa, on aura Michael Hirschfield, qui était l'ancien directeur exécutif de l'Association des entraîneurs de la Ligue nationale, donc connaît un peu la business du côté de Michael Hirschfield. Minnesota, on a Nathalie Dorwitz, ancienne capitaine de l'équipe nationale des États-Unis au début de la décennie 2010. Du côté de Boston, on a l'ancienne membre du développement des joueurs et ancienne recruteur, assistante recruteur chez les Bruins de Boston, Daniel Marmer. Et du côté de New York, le deuxième Québécois sur la liste, soit Pascal Daou, que j'ai connu personnellement en tant qu'ancien DG des Foreurs de Val-d'Or, je connais un peu personnellement, qui fait bien plaisir de le revoir, retrouver du travail. Surtout aussi que mentionné qui non seulement entraîne des joueurs de la Ligue nationale durant l'été, mais aussi était assistant-entraîneur avec le programme des Carabins de l'Université de Montréal, la vraie université montréalaise du Québec. Oui, pardon. Pardon. On parle... OK, non, mais c'est correct, je vais me rappeler. Non, Shots fired à l'UQAM, là. Je tiens à dire qu'on parle ici de l'Université du Québec, installée à Montréal, et non pas... L'Université de Montréal. On est l'Université de Montréal. On compare l'université d'une ville versus l'Université du Québec à Montréal. Ou comme d'autres mondes l'appellent, non, mais écoute, le gros ça a des succursales, ton affaire. Moi, c'est une université. Non, arrête-moi ça. Écoute, je savais que j'allais partir un débat là-dessus, mais on réglera ça une autre fois au Racabessi. Basiquement, maintenant, ce qui se passe pour les prochains jours, depuis vendredi, c'est l'ouverture des agents libres. Chaque équipe devra signer 3 joueuses
d'ici le 10 septembre, soit dimanche prochain. Max de 3 ans, 80 000 $ US par contrat. Tout le monde qui sera pas signé par chaque équipe, donc 18 joueurs seront signés d'ici la semaine prochaine. Tout le reste, maintenant, sera un super draft qui se tiendra le 18 septembre, un repêchage en 15 rondes, en mode Snake, soit dit en passant. Non, puis je trouve que c'est une chose... Non, puis j'aime le format qu'on adopte, ça donne des chances à toutes les équipes d'aller chercher du talent, puis j'aime aussi qu'on laisse la possibilité aux meilleurs joueurs de s'entendre au préalable. Tu sais, je pense que c'est une question de temps avant qu'on annonce que Marie-Philippe Poulin va jouer à Montréal. Mettons que je serais très, 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 très surpris de l'avoir signé au Minnesota. Rien contre le Minnesota, mais je pense qu'elle a le luxe de pouvoir choisir où elle veut continuer. On sait qu'elle a un rôle avec le Canadien. La décision. Ce serait facile. La décision la plus facile à prédire de toute la ligue, je pense. Ça va être intéressant de voir qui vont être les deux autres joueurs que Montréal va signer. Anne-Renée Desbiens est évidemment un nom à surveiller. Est-ce qu'on va vouloir signer une gardienne de but quand tu as quelqu'un d'aussi bonne qu'elle à sa position? Je pense que c'est un pensez-y bien. Daniel Sauvageau va avoir des bonnes conversations, mais j'aime la possibilité qu'on puisse donner surtout cet avantage-là en cas où on peut donner, mettons, l'avantage d'aller chez des joueuses locales, comme, mettons, Marie-Philippe Poulin, évoluer dans un marché comme Montréal. Je trouve que c'est un avantage qui est intéressant, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour les partisans, donner un certain sentiment d'appartenance avec ça. Yeah, exact. Et il va y avoir beaucoup de trucs à faire de ce côté-là et beaucoup de joutes de directeur général. Parlant de directeur général et de moves contractuels, on se transporte encore une fois du côté de Toronto. Les Maple Leafs vont garder les services de l'entraîneur Sheldon Keefe pour les 2 prochaines années. Les gars, est-ce que... On parle encore un petit peu du cocktail des Maple Leafs. La semaine passée, on jasait Dawson Matthews. Maintenant, Sheldon Keefe, est-ce que du côté des Maple Leafs, on est encore en confiance avec Sheldon Keefe derrière le banc? Ben, j'imagine, parce que si t'es pas en confiance, pourquoi tu donnerais un contrat de plusieurs années pour un coach qui revient en plus. Puis en plus que c'est pas le gars de Brad Treliving originalement. Je suis un peu surpris, tu sais. Moi, je m'attendais vraiment à du changement du côté des Maple Leafs. Finalement, on change de DG. OK, correct. On ramène le visage de la franchise Auston Matthews, qui était une décision qui parlait d'elle-même. Je pense que le laisser aller peut-être pour rien ou peut-être dans un échange aurait peut-être amené quelques conséquences vraiment graves. Et là, tu ramènes un entraîneur, mais tes gardiens et tes défenseurs sont pas aussi tant améliorés, certains pourront dire, que même en défensive, avec un John Klingberg qui est super bon offensivement. Don't get me wrong, mais défensivement, c'est tough. C'est tough. Puis là, t'as quelques morceaux qui parlent. Est-ce qu'on parle vraiment de changement? Je pense que c'est là que la question que je me pose là, présentement. Là. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, comme tu dis, Brad Treliving est arrivé. Sheldon Keefe n'a pas dirigé une seule game avec Brad Treliving comme directeur général. Et il y a déjà une prolongation de contrat. Je veux bien croire que Sheldon Keefe a connu énormément de succès en saison régulière depuis son arrivée. Je lui enlève absolument rien à ce niveau-là. Mais on parle quand même d'un entraîneur qui, à part le fait d'avoir passé la première ronde la saison dernière, n'a jamais rien gagné en série. S'est fait battre par le Canadien en l'été 2021. S'est fait battre par... parle-moi-en pas, je sais, c'était mémorable comme série. Il s'est fait battre par Tampa Bay l'an passé. Il a finalement battu Tampa Bay avant de se faire varloper par les Panthers en deuxième ronde. C'est pas un coach qui réussit à connaître beaucoup de succès en série. Je me demande si c'était peut-être un peu prématuré. Peut-être qu'on voulait vraiment donner un vote de confiance au Core 4, essayer de leur montrer qu'on croit en eux, on croit en l'entraîneur, on croit à la situation actuelle. Mais ça me surprend quand même qu'on ait donné une prolongation de contrat à Keefe avant même qu'il ait dirigé un match avec Brad Treliving. Je m'attendais peut-être à ce qu'on le conserve, mais avant même le début de la saison, le timing me surprend plus que la décision. Ouais, somme toute, Steve Dangle, il a l'air quand même en faveur généralement avec cette décision-là. Fait que moi, je vouch pour Steve Dangle pour tout ce qui est Maple Leafs, honnêtement. Mais tu sais, je pense que du côté de Brad Treliving, c'est juste un move pour peut-être acheter du temps. Je pense que on achète du temps, on donne peut-être un petit... Je pense que le vote de confiance est peut-être trop fort comme mot. Là, on parle quand même juste d'une extension de 2 ans. Là, je pense que on achète du temps, on laisse ça en place, on voit qu'est-ce que ça va faire. Puis là,
On va voir qu'est-ce que ça va faire de ce côté-là, mais si on parlait peut-être de gros changements du côté de Toronto en juin, là, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Hein. Ouais. Ça va être à suivre. On se transporte du côté de la MLB, au baseball. On a des petites nouvelles qui font un petit peu l'actualité. Days of Our Angels. On va parler aujourd'hui, encore une fois, des glorieux Angels de Los Angeles qui, on va se le dire, ont connu une deuxième moitié de saison totalement horrible. Puis c'est magnifique de voir ça. Les Angels qui mettent un petit peu le feu au club. 5 joueurs au ballottage. Plus ça va, plus on se dit... Angels, what happened? Les gars, qu'est-ce qui est arrivé encore une fois avec les Angels? Comment ça se fait que de semaine en semaine, on dirait que la dégringolade ne fait que continuer? Les Angels, c'est curieux. C'est même pas juste une dégringolade, c'est juste une dégringolade de choses qui sont complètement de l'ordinaire. Là. Tu sais, tu mets 5 joueurs de même, après les avoir été cherchés à la date limite des transactions, là c'est une autre affaire. Mais écoute, c'est les Angels, that's the Angels way. Non, puis je pense que l'objectif est assez clair. On voulait essayer en ballotant ces gars-là qu'on venait majoritairement d'aller chercher à la date limite des transactions. On voulait les balloter pour essayer de sortir les salaires et se glisser sous la taxe de luxe. Parce qu'on dépassait le premier palier, donc on payait un petit extra. Et surtout, au-delà de payer, je pense que c'était même pas 100 000 $, c'était pas nécessairement ça le problème. Le problème, c'est qu'on s'empêchait de se donner la possibilité, advenant le cas où Shohei Ohtani devait quitter cet hiver, on s'empêchait d'avoir un choix conditionnel de deuxième tour. C'était un choix de 4e ronde, je pense, qu'on avait, ou c'était quelque chose dans ce genre-là. Le problème, c'est que même si le plan a bien été exécuté et que la plupart des joueurs ont été réclamés au ballottage, il y en a un, Randall Grichuk, qu'on connaît bien à Toronto et au Canada, qui n'a pas été réclamé, lui. Donc, le plan des Angels, qui était de couper du salaire en essayant de se mettre en dessous de la taxe de luxe, n'a pas fonctionné parce que Randall Grichuk n'a pas été réclamé. Donc, on a perdu 4 gars pour un peu rien au final. Bon, finalement, on a trouvé une solution. Max Stassi ne reviendra pas au jeu cette année. On va respecter la taxe de luxe au final. Mais encore une fois, c'est fascinant de voir qu'une équipe qui a été du côté des acheteurs il y a un mois de ça, prend la quasi-totalité de ce qu'on a été chercher et remet tout au ballottage presque immédiatement. Je veux bien croire que c'est des joueurs de location, mais c'est vraiment fascinant de voir à quel point ça a changé vite d'un seul coup. Je pense que la blessure de Mike Trout, la blessure au coude de Shohei Ohtani n'a évidemment pas aidé. La dégringolade a été rapide et elle a culminé en ce tas de joueurs placés au ballottage à la grande surprise de bien des amateurs de baseball. Ah oui, puis des grands noms qui ont été placés au ballottage. Puis, oui. Tu sais, je veux dire, on peut se transporter du côté de ton équipe, Félix. Tu sais, Oui. je veux dire, on a un has-been. Malheureusement, ça me fait mal de le dire. Mon cœur de partisan des Blue Jays a mal. Saigne un peu en disant ça. Un peu, mais Josh Donaldson libéré. Je vais te dire quelle a été ma réaction quand Josh Donaldson a été libéré par les Yankees. J'ai crié liberté. J'étais plus capable de le voir. Il était absolument horrible. Un des pires échanges que Brian Cashman a fait dans les dernières années. Et il y a de la bonne compétition à ce niveau-là. Mais c'est pas Gio Urshela, Félix. Ça n'est pas Gio Urshela. Non, c'est pas Non, effectivement, c'était pas Gio Urshela, mais le seul problème, c'est que l'affirmation allait dans l'autre sens que Brian Cashman pensait quand il avait dit ça. Wow. Take expose, take note, please. Brian Cashman, je peux pas croire. Je peux pas croire. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que Donaldson, ce qu'on a appris par la suite, de la part de Jeff Passan, c'est que les Yankees, avant même d'aller chercher Donaldson au Minnesota, savaient que Donaldson était un problème dans le vestiaire, qu'il s'entendait mal avec ses coéquipiers chez les Twins. Et malgré tout, on a été le chercher. On a essayé de faire confiance, j'imagine, à la culture d'entreprise, à un gars comme Aaron Judge qui prenait un rôle important. Mais même si on savait qu'il y avait énormément de drapeaux rouges et qu'il était sur le déclin, on est allé chercher Josh Donaldson. Et au final, les résultats ont été pires que tout le monde peut imaginer. Donaldson n'est plus capable de frapper. À part le fait qu'il est bon en défensive, il a été une distraction plus qu'autre chose. Son gros salaire a fait en sorte que les Yankees ont eu peur de dépenser sur d'autres joueurs autonomes. Ça a été une catastrophe sur toute la ligne, cette décision-là. Et ça se termine en le libérant pour qu'il signe un contrat des mineurs avec les Brewers. Bon, le contrat des mineurs est peut-être juste pour lui permettre de faire un peu de réhabilitation avant de revenir dans les majeurs. Mais je plains les Brewers qui vont être pris à regarder Josh Donaldson jouer au 3e but de façon régulière pour leur équipe. J'ai vraiment mal pour eux, mon cœur saigne. Toutes mes excuses aux fans des Brewers qui nous écoutent. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on parle de waivers, on parle de ballottage, ce n'est pas des échanges. Tu sais,
Non, tu exact. peux, Non. basically, échanger, tu peux quasiment faire des échanges fantômes après la date limite des échanges, chose qu'on voit quasiment pas ailleurs. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a des joueurs, comme Harrison Bader, comme certains joueurs avec les Angels, qui savaient qu'ils allaient être qu'ils allaient être mis sur le balotage, mais qui ont quand même joué 1 ou 2 matchs parce qu'ils devaient attendre jusqu'à jeudi. Ouais. Fait que ça faisait juste en sorte. Puis je pense, c'est qui a frappé un circuit cette semaine? C'est-tu Randall Grichuk? C'est Renfro, je pense. Hunter Renfro qui a frappé. Ah, c'est Grichuk ou Renfro, mais les deux ont eu une bonne game après avoir été placés au balotage. C'est Tant ça. Grichuk que Renfro. Je sais pas lequel a fait quoi, là, mais les deux ont été vraiment bons. D'ailleurs, solidarité avec Randall Grichuk pour quelqu'un comme moi qui a des abandonment issues à plein nez. Je suis en solidaire avec Randall Grichuk, qui d'ailleurs a déjà fait une saison de 30 circuits. On se rappelle quelqu'un qui m'a rappelé que ce gars-là a fait 30 circuits. Bon, ok, tu me diras que c'est en 2019, alors que frapper 30 circuits, c'était à peu près la moyenne dans le baseball majeur, parce que les balles étaient tellement de choses. Mais ça, c'est un petit détail. C'est un détail. Pour clore un peu le sujet balle, les boys, on va parler de Ronald Acuna, qui est passé à l'histoire. A créé son propre club, tellement qu'il est built different. Premier joueur avec 30 coups de circuit et 60 buts volés. Les gars, on peut-tu en jaser quand même de ce nouveau point historique? Mio, je pourrais jaser de Ronald Acuna Jr. pendant 3 heures de temps. Honnêtement, ce gars-là, comme tu dis, il est pure different, mais ce gars-là, je l'aime d'amour. Sérieux, là, mettons, si j'avais à faire un top 3 de mes joueurs préférés dans le baseball majeur, ce serait probablement Christian Yelich au numéro 3. Je pense que je garderais les 2 premiers juste pour Ronald Acuna Jr. Is that good? Is that good? Ouais, absolument. Mais c'était le joueur typique qui allait vraiment profiter des nouveaux changements, des nouveaux règlements qu'on a fait dans les derniers mois. Et il prouve. Ouais. Il prouve totalement. Première présence au bâton de toute la saison. Pas juste des Braves ou de Acuna. Première présence au bâton de tout le baseball majeur. Fait quoi? Un simple prochain pitch, il vole. Ça donnait déjà le ton à ce qu'on allait avoir dans le baseball. Et Dieu sait que j'aimerais ça qu'il se rende à 40 circuits, qu'il y ait juste un petit peu plus de circuits, mais c'est peut-être pas le rôle qu'on lui demande parce qu'il frappe dans le haut de l'alignement, là, du côté des Braves de Champions. En même temps, il est tellement en feu depuis une couple de jours. Contre les Dodgers, il a été dominant tout le long de la série. Contre Mookie Betts, son rival pour le titre de MVP. Écoute, avant le début de la saison, je me plaisais à dire que Ronald Acuna était mon non-Yankee préféré de toute la MLB. Corbin Carroll est arrivé, ça fait en sorte qu'il y a une bonne lutte pour le premier rang maintenant. Mais avant le début de la saison, j'avais prédit Ronald Acuna pour le titre de MVP. Je me doutais que son ACL allait finalement lui permettre de rejouer une saison complète s'il évitait les blessures. Et comme de fait, Ronald Acuna a un ACL qui est en pleine santé. Vraiment, c'est beau de voir Acuna. La MLB se porte mieux quand Ronald Acuna est en santé. C'est un des joueurs les plus électrisants, sinon le joueur le plus électrisant des majeurs. Il y a un swag sur le terrain, il y a un charisme qui s'enseigne pas. Les Yankees ont jamais eu ça en 200 ans d'existence. Je pense que si tu combines tous les joueurs des Yankees, il n'y a jamais eu un joueur avec autant de swag que Ronald Acuna. Je trouve ça le fun pour le baseball. Je trouve que ça démontre que la campagne Let the Kids Play qu'on avait faite il y a une couple d'années pour démontrer que c'était laisser les jeunes avoir du fun, laisser les jeunes s'amuser sur le terrain. Je trouve que c'est Ronald Acuna est comme le porte-étendard. Le porte-étendard, j'avais le poster boy, mais le porte-étendard de cette campagne-là, comme quoi ça a été un brillant succès à ce niveau. Je veux Félix comme maire de ma ville. Oui. Sais-tu c'est quoi qui est le plus aberrant là-dedans? C'est que tu peux sortir un argument sans avoir l'air complètement con que Ronald Acuna n'est même pas le meilleur joueur des Braves en ce moment. Tellement les Braves sont tellement bons. Son stack. Tout le monde est bon. Ça frappe comme ça, aucun bon sens dans cette équipe-là. Je pense c'est quoi, c'est-tu le frappeur 1 à 6 je pense, c'est quoi, ils sont rendus quoi à plus de 300 circuits depuis le début de la saison, l'équipe au complet? Ça juste aucun bon sens. Mais si je me trompe pas, non mais je pense qu'il pourrait avoir 8 frappeurs de 20 circuits. Je pense qu'il manque juste Rosario puis Orlando Arcia. Puis je pense que les deux sont à 16 ou quelque chose. Les deux ont une vraie chance. Ce serait 8 frappeurs de 20 circuits dans une même équipe. Écoute, on parle des Dodgers de Los Angeles qui, malgré le fait qu'ils nous frustrent au plus haut point, sont un modèle excellent dans la MLB. Puis encore là, cette année, ils prouvent encore, ils sont tellement bons, ils sont tellement profonds, ils sont bons partout.
Et les Braves ont juste pris cette semaine, on dit, bullshit. Nous autres, c'est vraiment, on a décidé, nous autres, ça nous tente pas de vous entendre. Mookie Betts, MVP, non, ça nous tente pas. On va juste vous sortir du terrain. Ça fait juste montrer à quel point les Braves sont l'équipe à battre. Et I'm here for it. Encore une fois. De retour à la triple menace, épisode du 4 septembre 2023. Les boys, on est à quelques jours de la nouvelle saison de la NFL. On en avait mentionné un peu plus tôt dans l'ouverture de l'épisode. On allait avoir un gros bloc de football qui s'en vient et on va y aller de ce pas. Premièrement, vos premiers sentiments à la suite de cette nouvelle saison qui va se mettre en branle jeudi avec un affrontement entre les Chiefs de Kansas City, vainqueurs du dernier Super Bowl comme la tradition l'impose, et les surprenants Lions de Détroit qui ont démontré un peu de progrès l'année passée, quelque chose qui donne de l'espoir pour cette année et qui probablement est présentement l'équipe chouchou parmi les fans de la NFL, tout marché confondu. Ben écoute, moi j'ai très hâte que la saison commence. Ça fait longtemps que j'attends, que ça fait depuis février, là, la seconde que la saison s'est terminée avec les Chiefs qui gagnent, je me suis dit fuck, j'ai hâte qu'il y ait du football qui commence. Le lundi, là, le lendemain, ça a été très pénible. Pas de Monday Night Football pour moi. Et puis là, ben mesdames et messieurs, ça revient. Puis on a un bel affrontement. Oui, on va avoir les Chiefs de Kansas City, mais ouais, je vais pas mentir, là, ça fait quelques années que je regarde les Lions, puis je suis comme hey, j'aime ce qui se passe. J'adore Dan Campbell. Je pense que ça doit être comme ma personnalité au football. ACDC Dan Campbell qui installe une culture vraiment le fun du côté des Lions de Détroit. Mais là, les boys, avant d'y aller de prédictions ou de vainqueurs de division ou de peut-être même éventuel champion du Super Bowl, on a dressé une liste d'à peu près 10 histoires, sujets qu'on retiendra un peu du côté de cette prochaine saison de la NFL, puis on fera le tour avec vous. Et à tous égards, tout honneur, ça a été le plus gros dossier qu'on a vu durant cette saison morte. Évidemment, on parle de Aaron Rodgers qui va faire officiellement ses débuts avec les Jets de New York. Est-ce que c'est pour vrai, là? Est-ce que dans votre cœur intérieur, là, est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est vraiment viable et qui va produire quelque chose de vraiment positif du côté de New York? Absolument pas. On va commencer tout de suite par ça. Moi, je dis absolument pas. Aaron Rodgers, joueur qui prend en âge, oui, c'est déjà ça. Il a démontré qu'il est capable de encore bien performer, mais la chose qui suit Aaron Rodgers depuis je ne sais combien d'années, c'est toujours du drama après drama après drama pour pas grand-chose. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour l'entourer? Ben, on fait juste ramener la line-up 2015 des Packers de Green Bay. OK, ils se sont rendus loin en série, mais ça va pas être une performance contre les Cardinals de l'Arizona qui va faire que j'ai encore confiance en cette même squad 8 ans plus tard dans un marché comme celui de New York. Moi, je pense que c'est pas pour vrai cette fois-ci et les Jets de New York auront encore quelques années à attendre. Je les vois comme équipe qui vont certainement faire du bruit, mais de là à se rendre parmi les favoris, aucunement. Oh, mais moi, tu vois, je vais être en désaccord un peu avec toi, Mio, sur celle-là. Je te dis pas que les Jets vont gagner le Super Bowl. Loin de là, en fait, je pense que... Je pense que personne a sorti cette implication-là. Je pense que, tu sais, ils ont démontré une progression l'année passée, mais là, c'est là qu'on va voir s'ils vont prendre le prochain step. Mais ton côté, Félix, je pense que tu y crois, là. Je pense que tu y crois quand même un peu. Je pense qu'Aaron Rodgers n'est pas fini comme certains pensent que Russell Wilson est fini en ce moment. Je pense qu'Aaron Rodgers était tanné d'être à Green Bay depuis longtemps. A quand même gagné 2 MVP il n'y a pas très longtemps de ça, 2020-2021 si je ne m'abuse. Et l'an passé, Aaron Rodgers a eu des difficultés parce que Davante Adams est parti, parce qu'il y a une bonne partie de son noyau autour de lui qui est parti, et que les Packers ne lui ont pas donné d'aide. Là, Aaron Rodgers quitte un marché dans lequel il était insatisfait pour aller dans le marché qu'il voulait. Il voulait jouer avec les Jets, et là-bas, sans retrouver Davante Adams, va trouver Garrett Wilson, qui est un receveur numéro 1 de très grande qualité à travers la NFL. Est-ce qu'Aaron Rodgers va redevenir un MVP? Je pense pas nécessairement, mais je pense qu'Aaron Rodgers a encore peut-être 2-3 bonnes années de football dans le corps.
il va falloir que la ligne offensive tienne. Aaron Rodgers n'est pas bon quand il y a beaucoup de pression qui est placée sur lui au niveau de la défensive. Mais je pense qu'avec Garrett Wilson, je pense qu'il y a une possibilité pour lui de redevenir un très très bon carrière et de mener peut-être les Jets à une place en série dans une division qui est très 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 relevée dans l'est de la AFC. Moi, ce que je dis à ça, Félix, t'en fumes aussi du bon que Aaron Rodgers. Oh! Je termine là-dessus. Oh, c'est méchant, c'est méchant. Mais je vais juste me permettre une mini-question qui est rapidement. Est-ce que Aaron Rodgers est vraiment le visage de la franchise ou on peut dire ça peut-être plus d'un Sauce Gardner? Moi, je pense, le deuxième, ça serait peut-être ma réponse, aussi fou que ce soit-il. Moi, je pense que le véritable visage de la franchise, ce n'est plus Aaron Rodgers, ça va être Sauce Gardner, puis peut-être que ça va peut-être aider Aaron Rodgers à avoir une transition un peu plus smooth. Votre opinion là-dessus? Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis totalement avec toi. J'ai pas de désaccord avec toi, Pop. T'as des bons takes aujourd'hui par rapport à quelqu'un d'autre, là, mais bon. Bon, déjà que j'ai insulté Lucam tantôt, Mio, il est frais après moi, je comprends, il y a un peu de sel, mais j'aime ça. Des fois, des chips salés, des fois, c'est le fun. Écoute, on a parlé beaucoup de hold-out dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé des porteurs de ballon. Là, on a Jonathan Taylor, Nick Bosa, Chris Jones, qui sont un peu en hold-out, là, qui font un peu une sorte de mini-grève, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là et à quel point leur équipe respective risque d'en souffrir avec ces absences-là? C'est sûr que je pense surtout aux Chiefs avec Chris Jones. Chris Jones est le gros morceau de cette ligne défensive-là, puis Nick Bosa est le gros à San Francisco. On a peut-être un petit peu plus de profondeur à San Francisco, mais Chris Jones est l'un des meilleurs joueurs défensifs de toute la ligue. Le fait qu'il puisse amener de la pression à partir de l'intérieur, il y a peut-être 3 joueurs dans toute la NFL qui sont capables de faire ce que Chris Jones fait. Nick Bosa est évidemment parmi l'élite aussi. Je pense que c'est 2 très gros morceaux pour 2 équipes qui aspirent au Super Bowl cette année. Je pense que Nick Bosa, ça va se régler avant Chris Jones. Chris Jones dit qu'il est capable de se tenir à l'écart des activités de football jusqu'à la semaine 8. Nick Bosa, je pense qu'il va être signé d'ici une semaine ou 2. Nick Bosa, ça va être réglé, je pense. Jonathan Taylor, lui, c'est évidemment un gros morceau de l'attaque des Colts qui est pas là. Anthony Richardson aurait pu profiter de Jonathan Taylor pour lui enlever un peu de pression à ses débuts dans la NFL. Évidemment, Taylor, dans les faits, n'est pas en train de faire un hold-out et blessé, mais je mets les plus gros guillemets du monde au fait qu'il soit blessé. Ça va être intéressant de voir l'impact de ces 3 joueurs-là. Je pense que Chris Jones, on va le sentir beaucoup au niveau de la défensive de Kansas City, mais j'ai hâte de voir à quel point les 2 autres vont avoir un impact aussi. Ben, c'est sûr que du côté de Jones, la défensive des Chiefs, oui, en ont besoin. Ça va faire que, ok, peut-être qu'au lieu de se faire marquer 28 points, peut-être que la défensive des Chiefs vont s'en faire marquer 21, t'sais. C'est pas à ce point-là, l'attaque des Chiefs est tellement explosive qu'au pire, ils vont gagner en marquant plus de points que l'adversaire. Ça, je m'en inquiète pas. Du côté de Taylor, je sympathise. Le gars, clairement, veut plus être dans cette situation-là. Avec les Colts. Puis pour clore un peu avec Nick Bosa, ben écoute, Nick Bosa, c'est pas juste parce qu'il joue contre mes Steelers semaine 1, mais je souhaite ne plus jamais le revoir sur un terrain de football pour des raisons qui ne sont pas pour du football. I rest my case. Écoute, Mio, si tu veux vraiment qu'on aille là, on peut parler des Steelers parce que on a un nouveau duo. On en a glissé un mot la semaine passée, Kenny Pickett, George Pickens. Et je vais utiliser le langage le plus Gen Z ever du haut de mes 28 ans et presque ennemi. Are they for real, boys? Ils sont for real. Puis on l'a vu un petit peu en pré-saison l'année dernière. On a vu des petits indices à gauche et à droite. On s'est fait teaser un petit peu ce duo-là. On s'est fait teaser NBA Youngboy de la NFL en Kenny Pickett. Puis même Kenny Pickett, il pétait sa coche pendant toute la saison parce que le corps arrière qu'il y avait avec lui, c'était nul autre que Mitch Trubisky, bust monumental avec les Bears de Chicago. Et puis là, quand ah, mon Dieu. Et puis là, après ça, on l'a mis avec Kenny Pickett. Puis tout d'un coup, les Steelers commençaient à gagner des games à gauche et à droite. Puis on a quand même réussi à maintenir une fiche victorieuse. All hell, Mike Tomlin. J'ai confiance absolument en les Steelers. C'est un duo qui va fonctionner. C'est peut-être pas le corps arrière le plus flashy. C'est pas le corps arrière qui va faire tourner le plus les têtes. Mais c'est un corps arrière qui va bien fonctionner dans le système des Steelers. Ils sont for real! Mio, je pense. Non, mais Mio, je pense qu'aujourd'hui, on est fait pour ne pas s'entendre. Je pense que en 2023, ça va encore être une année un peu difficile. Mais
je pense que l'année prochaine, ils vont éclore. Je pense qu'on est encore une année trop tôt pour le vrai breakout des deux joueurs. Je pense qu'ils vont s'améliorer. Je pense qu'ils vont être des bonnes options. Mais je pense encore que Deontay Johnson va être le receveur numéro 1 qui va avoir le gros des ballons, le gros des catchs, des targets. Mais je pense que l'année prochaine, Kenny Pickett et George Pickens vont faire la paire en tant que QB1 et wide receiver 1 de très grande qualité à Pittsburgh. On s'en reparlera en fantasy. Parfait, on s'en reparlera. Les receipts sont en train d'être écrits, mesdames, messieurs. On parle peut-être de quelqu'un qui, on espère, va prendre le step supérieur dans son marché respectif. Justin Fields, l'héritier de Lamar Jackson, a.k.a. je cours bien, mais lancer un ballon, c'est pas mon fort. Est-ce que du côté de Chicago, qui est reconnu depuis des années, mais des années comme le cimetière officiel des carrières dans la NFL, est-ce qu'on est capable enfin d'avoir quelque chose qui peut, sans dire, comment je pourrais dire ça, mais utiliser ses jambes comme il est capable de le faire, mais juste être correct comme bras. Pas besoin d'être élite, juste correct pour juste donner une chance aux Bears d'être au moins compétitifs dans leur division. On lui a donné une bonne ressource pour y arriver avec DJ Moore, qui est un très bon receveur qui devrait lui donner un peu d'aide à ce niveau-là. Mais je sais pas si Justin Fields a le potentiel d'être un vrai passeur élite. Lamar Jackson n'a jamais eu une grande carrière en étant un passeur élite. Il l'a fait en 2019. Et Lamar Jackson a quand même été un très bon carrière. Mais je pense que Justin Fields ne fera pas le saut en avant en tant que passeur cette année. Je pense que Fields est un carrière correct, qui a le potentiel de devenir un bon carrière, mais je pense que c'est pas cette année qu'on va le voir devenir un bon passeur. Je pense qu'il est limité comme passeur, il va toujours être limité comme passeur. Ça va être aux Belges de travailler autour pour le placer dans un système où ça va fonctionner. Je me demande, j'ai hâte de voir Fields cette année, mais je pense pas que ça va être l'année où est-ce que Justin Fields va faire un Patrick Mahomes de lui-même. Pour la première fois dans cet épisode, je vais être du côté de Félix. Yes! Chicago, je pense, va garder sa réputation encore cette année comme étant un cimetière à corps arrière. J'ai pas encore, par contre, lancé la serviette pour ce qui est de Justin Fields. J'ai encore espoir en lui, personnellement, pour développer son bras, mais aussi son jeu de passe. Peut-être qu'il peut devenir dominant à la Lamar Jackson, mais ça va aller au bureau en haut de trouver quelque chose pour l'entourer. Essayer d'installer une culture, puis essayer de profiter des bonnes années de Justin Fields, parce que il devrait atteindre son apogée peut-être dans les 2 années à suivre. Donc il faudrait qu'on fasse un petit peu d'effort du côté des Bears. Moi, ce qui me dérange un peu, en guillemets, là, le mot peut-être l'air fort sur l'opinion à Félix, c'est que, oui, t'auras bien beau essayer de mettre Justin Fields dans le meilleur puis de construire autour de lui, mais quand tu regardes Lamar Jackson du côté de Baltimore, on a tout fait pour exploiter ses talents de coureur, et pourtant, ça s'est jamais transposé en séries éliminatoires. À un moment donné, il va falloir peut-être sortir un peu de ce paradigme puis de dire, OK, si on veut peut-être qu'on ait du succès, il va falloir qu'on passe un petit peu plus par la passe, il va peut-être falloir t'entourer de meilleurs receveurs, chose que les Ravens n'ont pas toujours fait dans les dernières années. Moi, je pense que, oui, en carrière, c'est super important, mais je pense que ça devrait pas, ou du moins à 100% être ton modèle d'affaires pour construire ton cahier de jeu offensif. À un moment donné, si par la course ça ne marche toujours pas, ben il va falloir peut-être essayer d'améliorer le côté de la passe de ça, mais ça, c'est un autre débat. Peut-être que Chicago trouvera le moyen de trouver la recette magique là, vraiment pour que tout le monde. Et pourtant, c'est eux qui gagnent les MVP année après année, hein? Ouais, oui. Mais ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais par contre, autant que Lamar Jackson ne fait pas l'unanimité, maintenant qu'il a maintenant son contrat, qu'il n'y aura plus de distraction de ce côté-là, j'ai hâte de le voir jouer. Mais ça, on reviendra. On regardera ça du côté des prédictions un petit peu plus tard cette saison. Justin Fields a peut-être été la tête de turc un peu des partisans durant l'entre-saison, peut-être dans la dernière année, mais on pourra regarder aussi qui était la vraie tête de turc lors de la dernière saison du côté de la NFL. Russell Wilson, 2e année avec les Broncos de Denver. On ne parlera pas de la première, je pense que ça a été mentionné de fond en comble à quel point ça a été un désastre du bout en bout du côté des Broncos de Denver cette année. Et maintenant, on a Sean Payton comme entraîneur-chef, réputé entraîneur qui a fait sa gloire avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, maintenant avec
les Broncos de Denver, qui a d'ailleurs fait le plus gros shots fire de l'année en traitant Nathaniel Hackett dans le tapis et pas à peu près. Est-ce que ça aussi, ça peut marcher? Je pense que il y a quelque chose à travailler, mais est-ce que Russell Wilson will cook? Aucunement. Là est la vraie question. Aucunement. Je pense qu'on va même pas atteindre l'étape de la viande décongelée. Félix en a jasé la semaine passée. L'infirmerie des Broncos est déjà remplie. Là. Elle est remplie à craquer, puis surtout chez les receveurs. Et honnêtement, je pense que Russell Wilson, on sait très bien, ses meilleures années sont derrière lui. Il va rester let it go, bruh, it's over. Il reste plus grand-chose à lui à rescaper. Puis je pense que Sean Payton va regretter grandement d'être sorti de sa retraite pour être allé travailler chez les Broncos. Non, Mio, je pense qu'on est vraiment fait pour pas s'entendre aujourd'hui. Russell Wilson a bien fini la saison l'année passée. Les gens ont un peu oublié parce que Russell Wilson a eu un début de saison épouvantable. Russell Wilson a eu une bonne fin de saison l'an passé. Sean Payton a eu énormément de succès avec un Drew Brees en fin de carrière qui, quand tu y penses, a un profil similaire à celui de Russell Wilson. Un petit carrière qui a quand même un certain vrai, qui a quand même une histoire de succès. Je pense que Sean Payton va être capable de placer Russell Wilson dans les dispositions où est-ce qu'il va fonctionner. Russell Wilson n'a pas un Michael Thomas en ce moment. Mais Russell Wilson a des options. A un jeune Marvin Mims. A un gars comme Jerry Jeudy qui, s'il peut être en santé, est un très bon receveur. A un gars comme Courtland Sutton qui reste un bon receveur qui a eu des très belles années. Je pense que Sean Payton est capable de sortir le meilleur de Russell Wilson. Je pense pas que Russell Wilson va redevenir un très grand carrière. Mais je pense qu'il est capable d'être un bon carrière. Un carrière très correct pour les Broncos de Denver. Ben, tu parles, écoute, que t'as aimé ce que t'as vu en fin de saison. Moi, malheureusement, je suis pas là pour un plat réchauffé à la McDonald's. Moi, je suis là pour un bon souper chez Joe Beef. Puis malheureusement, ce qu'ils nous ont offert en fin de saison l'année dernière, c'est quelque chose d'un peu déplorable si on veut rester sur le thème de cook un peu, là. Malheureusement, ça le fera pas pour les Broncos cette année. On parle d'histoires un peu qu'on espère peut-être va marcher, mais il y a aussi des histoires on espère qui vont vraiment foirer. Le Caleb Williams Tank Ball va officiellement s'amorcer jeudi. Les Cardinals de l'Arizona, là, ils vont-tu gagner au moins 1-2 matchs cette année? Est-ce que c'est vraiment eux autres qui vont sortir un lapin de chapeau puis lui dire non, nous autres on tank, on va aller chercher Caleb Williams, la chenoute Kyler Murray, ça marche pas. Mais est-ce que c'est vraiment les seuls? Il y a encore les Texans de Houston qui, année après année, peut devenir toujours une option pour le tank. Est-ce que les Cards vont gagner juste 2 matchs l'année prochaine, cette année? Non. Je vais être optimiste. Je les vois en gagner 3. Non. Oh mon Dieu, 3 matchs! Non. Je les vois en gagner 3 matchs, messieurs. La seule possibilité que les Cardinals gagnent 3 matchs, c'est si Kyler Murray revient plus tôt qu'on pense et qu'il est capable de les tirer à lui seul à 3 victoires. Mais en ce moment, l'équipe est mauvaise. Du haut de ses 5 pieds 8 pouces, hein? Oui, l'équipe est tellement mauvaise en ce moment, ça n'a aucun bon sens. Non. Mio parle là-dessus. No shame sur les Short Kings. C'est vrai, oui. No shame sur les Short Kings. Ça, c'est un foul là-dessus. Je te donne un carton jaune. Pas de carton rouge pour l'instant. Mais la prochaine offense, je vais te demander de partir du podcast pour cette semaine puis de revenir la semaine prochaine. J'ai bien beau être 6-4 dans la vie, mais j'ai du respect pour les Short Kings. Ah non, mais moi c'est du friendly fire, là. Je veux dire, moi je dis ça du 5 pieds 9, là, mais je veux dire, tu sais, je me place, admettons, moi quand je vais dans un festival au Quacon, que je me retrouve dans une jungle de géants, ben, tu sais, déjà Kyler Murray, on avait un petit peu de doute par rapport à lui à pouvoir voir par-dessus ses bloqueurs, et ben là, écoute... On va le voir roadrunner toute la maudite saison parce que Mister a aucune équipe autour de lui. Ça arrivera pas cette année pour les... Non, mais on va rester dans cette même division-là du côté de Seattle. On a fait beaucoup de progrès, beaucoup plus de progrès que tout le monde aurait imaginé. Tellement imaginé que les Broncos de Denver se sont fait encore plus fleeced par l'échange de Russell Wilson. Et finalement, est-ce que Geno Smith va redescendre sur terre cette année? Super belle histoire l'année passée. Moi, je pense qu'il va rester. Moi, je pense aussi. Parce que Félix, ce qui arrive avec lui, c'est que... tu vois, c'est maintenant moi qui est pas d'accord avec vous. Moi, je pense que personnellement, Geno Smith sera pas mauvais, mais il va redescendre un peu sur terre, mais je vous laisse débattre là-dessus. C'est ça, moi je suis totalement avec toi parce que je pense que qu'est-ce qui
si on veut, aveugle un peu le jugement de Félix aujourd'hui par rapport à Russell Wilson puis les Broncos, c'est que Félix, lui, il se rappelle encore de Russell Wilson quand il était avec Seattle. Puis Seattle, ils ont qu'un maudit bon système. Ce qui fait que c'est pour ça que Geno Smith réussit bien avec eux et va encore bien réussir cette année au-delà de ce que Russell Wilson peut rêver d'accomplir. Est-ce que tu es en train de dire que Sean Payton n'a jamais eu de bon système dans sa carrière? Je pense que Félix est sous le crack. C'est une grave allégation, c'est une grave allégation. Mes avocats vont être en contact avec toi. Quels avocats? Je vais en trouver. Les avocats de Toronto dans les Boys 3? Non, je vais aller en acheter, oui. Dans les Boys 4, excuse? Mais n'importe lesquels. Moi, je suis ouvert. S'il y a un avocat qui nous écoute, je partais n'importe quand, vous m'écrivez. Parfait. Mais Félix, toi, tu crois à Geno Smith? Tu penses que sans être un super carrière dans l'élite, top 5, mais je pense que Seattle n'a même pas besoin qu'il soit top 5. Je pense que all around, c'est une équipe qui est capable d'aller chercher quelques victoires. Puis surtout que la division Ouest de la NFC, ben c'est pas la plus grosse division sur la Terre non plus. Donc, tout est permis. Puis on sait à quel point les 49ers de San Francisco, c'est une usine à hôpital, tout le monde se blesse là. Donc, je pense que de ce côté-là, Seattle peut très bien s'en sortir, même avec un Geno Smith, juste un peu au-dessus du correct. Ouais, non, puis je pense que tant et aussi longtemps que Tyler Lockett et DK Metcalf, t'es en business pour être un carrière. Et là, en plus, t'ajoutes Jackson Smith-Njigba, qui est à mes yeux le meilleur receveur de la dernière QV du repêchage. Il va avoir des options, Geno Smith. Je pense qu'il est placé dans un très bon système. On a même vu Pete Carroll pendant le camp d'entraînement être capable d'être un bon QB derrière dans ce système-là. QB Pete qui a eu son petit moment de gloire. Je pense que Geno Smith va avoir une autre bonne saison. Peut-être un peu de régression, mais je pense qu'il va quand même être un très bon corps partant qui va passer toute la saison en tant que corps arrière numéro 1 des Seahawks et offrir un très bon niveau de jeu en le faisant. Si on reste au niveau collectif, on a parlé beaucoup d'histoires individuelles, on va rester un peu plus dans le collectif. On en a parlé un petit peu, il y a quelques équipes dont Seattle qui ont pris beaucoup de progression l'année passée, puis ça m'a fait penser, si mettons tu avais à choisir entre Seattle, une équipe comme les Lions de Détroit ou les Jaguars de Jacksonville, qui selon vous va prendre le prochain step pour vraiment devenir une équipe qui peut aspirer peut-être à une finale de conférence, peut-être même à un Super Bowl si tous les as sont alignés? Moi, je pense qu'on va y aller avec les Florida Men. On va y aller avec les boys à Jacksonville. C'est super cool de voir comment il y a eu un virage culturel rapide. On va s'en rappeler, il y a 4 ans, il y a 5 ans de ça, Jacksonville était reconnu pour son profil défensif. Saxonville, mais là, on est rendu... Saxonville Addy! Et mon Dieu! Saxonville Puis là, Addy. on est rendu avec une équipe vraiment axée sur l'offensive avec Trevor Lawrence qui, la saison dernière, a lancé pour plus de 4000 verges, en moyenne pas loin de 240 par rencontre, tout en complétant 66% de ses passes. Moi, j'ai confiance en Jacksonville comme étant la prochaine équipe à prendre le prochain élan. Il cogne à la porte, puis j'ai hâte de voir ça. J'ai tellement mal de ce que je vais dire en tant que fan des Titans, mais je pense aussi que Jacksonville va avoir une excellente saison. Trevor Lawrence, j'adorais Trevor Lawrence au collégial. Ça m'a fendu le cœur quand j'ai vu qu'elle allait à Jacksonville. J'adore Trevor Lawrence. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, même s'il joue pour les Jaguars. Je pense qu'on a des bonnes ressources autour de lui. Je pense qu'on a une bonne défense. Je pense qu'on a un très bon système pour aider Lawrence. Je pense que les Jaguars vont être une très bonne équipe. Je dis pas qu'ils vont gagner la division contre mes Titans. J'habiterai jamais la division en tant que fan des Titans. Mais je pense que les Jaguars vont avoir une très bonne saison cette année. Et Mio, ça me fait rire parce que tu as parlé de changement de culture et tu n'as même pas mentionné Urban Meyer qui... On dirait qu'il a été effacé de la mémoire collective de tout le monde. Parce que oui, il y a eu une époque pas si lointaine où Urban Meyer était probablement le pire entraîneur-chef de la NFL et peut-être même de l'histoire si tu sors quelques arguments. Mais ça, il s'est rien passé. Ça n'a pas existé. C'est un peu comme la COVID. Ça n'a jamais existé. C'est jamais arrivé. On continue comme c'était. En parlant d'une équipe floridienne, hein, je dis ça de même. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. On réglera ça. Et, contrairement à des équipes qui vont prendre le prochain step, qui va perdre le prochain step? Des équipes qui vont peut-être, on avait de grands espoirs après l'année passée, qui vont peut-être avoir plus de difficultés cette année. J'ai en tête un peu les Giants de New York,
une équipe comme les Bills de Buffalo, les Bengals de Cincinnati ou même les Eagles de Philadelphie, dernier finaliste au Super Bowl, moi, je pense qu'il y a au moins une de ces 4 équipes-là là, qui vont prendre vraiment un pas en arrière là, cette année. Écoute, ça me fait mal de dire ça. C'est une équipe que j'ai adoré voir progresser après avoir été la joke, la blague de la Ligue au complet pendant des années et des années. Ça me fait mal de le dire, mais je crois que les Bills de Buffalo en sont sur leur dernière jambe. Oh wow! Ça a fait mal de voir la débauche l'an dernier. Je sais pas quel est le niveau de motivation. J'ose espérer que ce sont des compétiteurs qui vont vouloir faire en sorte que on réécoute ça dans quelques mois puis dire « Mon Dieu, t'es un imbécile d'avoir dit ça ». J'ai entièrement confiance en les Bills, mais après la débauche de l'année passée, c'est difficile de pas revenir de ça puis d'être complètement démotivé. Les joueurs, ça gagne en âge, blessures à gauche et à droite au niveau défensif. Ça me fait mal de dire ça. Je pense que les Bills sont une équipe qui vont en perdre un petit peu cette année. Je vais y aller avec une équipe... Honnêtement, quand je regarde leur alignement sur papier, je vois pas pourquoi cette équipe-là serait mauvaise, mais le hangover du Super Bowl est quelque chose qui est vrai, quelque chose qui se voit à chaque année. Je pense que les Eagles de Philadelphie vont régresser cette année. Je pense que Jalen Hurts a joué au-dessus de sa tête l'an passé et il a beau avoir AJ Brown et Devontae Smith. Je pense que Jalen Hurts va régresser cette année et je pense que si Jalen Hurts régresse, les Eagles au complet vont régresser. On a beaucoup de joueurs du noyau qui sont vieillissants. Je pense à Jason Kelce, je pense à Fletcher Cox, je pense à Brandon Graham. Je pense à tous ces joueurs-là qui prennent de l'âge. Je pense à Darius Slay aussi, qui n'est pas nécessairement une jeunesse non plus. Je pense que les Eagles sont une excellente équipe à tous les niveaux. Mais je pense que le fait d'être passé aussi proche l'an passé, de l'avoir échappé, je pense que ça va peser lourd et je pense que la motivation pourrait manquer à une équipe qui va faire partie des séries, mais qui fera pas autant de bruit que l'année passée où ils ont roulé sur la NFL au grand complet. Je suis quand même surpris que aucun de vous deux a mentionné les Giants de New York qui, oui, ok, ont fini 9-7 et 1 l'année passée, qui n'est pas une super fiche, correct, tu sais, sans trop de bruit. Mais tu sais, on a réussi à faire ça avec Daniel Jones, mon goal personnel que je vais défendre jusqu'à la fin des temps parce qu'il est incroyable et parce que j'aime une bonne joke qui roule longtemps dans la NFL. Il faut dire aussi que t'as mentionné, Félix, de joueurs qui jouaient un peu de sa tête. Je pense qu'on peut dire que Saquon Barkley a un peu fait ça l'année passée. Oui, il est talentueux. Oui, en santé, c'est probablement top 3, peut-être même top 2 meilleurs porteurs de ballon de la NFL, mais je pense de mon côté, là, les Giants, là, je pense que si on réussit à juste revenir à 9-8, ou peut-être même 10-7 cette année, je pense qu'on aura accompli quelque chose de vraiment bon du côté des Giants. J'aimerais ça qu'on me prouve que je n'ai pas raison là-dessus, mais on va essayer de voir du côté des Giants de New York. Juste avant de conclure le bloc NFL, les boys, votre vainqueur du Super Bowl, je pense que ça va être le fun dans quelques mois de revisiter ce segment-là. Mais de mon côté, je pense que je sens encore le repeat pour les Chiefs de Kansas City. Je sais que c'est dur de faire un repeat de la sorte, mais quand tu as le meilleur carrière qui reste en santé, mais je pense que du côté de Kansas City, je pense que c'est le choix facile. J'aime ça, les choix faciles dans la vie, mais je pense que ça va être ma sélection pour cette année. Je pense qu'ils vont répéter l'exploit du côté de Kansas City. Honnêtement, mon choix va être plate. Je vais y aller avec Kansas City. Mais ce qui est quand même drôle, c'est que je pense parmi la deuxième et la troisième équipe qui ont les meilleurs odds pour se rendre jusqu'au Super Bowl et le gagner sont deux équipes qu'on a ramassées, Félix et moi, il y a 5 minutes de ça, en les Eagles et les Bills, qui ont les deuxièmes et les troisièmes meilleurs odds pour le remporter. Mais j'ai peur de dire ça, mais j'ai l'impression que les Chiefs vont encore se rendre au Super Bowl et le gagner. Je veux dire, en tant que fan de basketball, je revois tout ce qui est 2017, 2018, 2019 avec les Warriors de Golden State. Les Chiefs vont se rendre au Super Bowl et le remporter.
Les gars, ça va être vraiment plate ce que je vais dire, mais je pense aussi que Non. les Chiefs vont gagner le Super Bowl cette année. 3-3, même pas chicane. Non, gars, ce que je vais faire, pour faire un peu différent, je vais y aller avec une autre prédiction. Les Titans du Tennessee, mes Titans du Tennessee vont gagner le Super Bowl. Oh! Ok, on veut aller là. Les Steelers de Pittsburgh vont remporter le Super Bowl et vont réclamer le sommet en termes de championnat de Super Bowl. La GOAT équipe, voilà, c'est fait. Bon. Écoute, si on peut conclure ce segment de football-là, ce serait excellent. Mais je veux juste aller avec quelques nouvelles en rafale du côté de la NFL. Damar Hamlin, qui est officiellement de retour comme membre des Bills de Buffalo. Jimmy Graham aussi de ce côté-là, qui a réussi à faire l'équipe après la journée des Supercuts, là où vraiment on faisait comme les derniers retranchements du côté de la NFL. Est-ce que pour vous, Damar Hamlin, c'est le candidat tout espéré pour le comeback, le retour de l'année, ou vous voyez peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait être dans cette course? Mais c'est sûr qu'avec l'histoire qu'on a eue avec Damar Hamlin, ça serait dur de pas déjà le couronner retour de l'année là, du côté de la NFL. Ben, je veux dire, en plus d'être l'un des bons joueurs sur la défensive des Bills, d'être justement un excellent joueur de football et l'histoire qui vient avec, je pense que Damar Hamlin va faire partie des favoris, si c'est pas déjà le favori à l'honneur, là, bien honnêtement. Là. Moi, je vais y aller même plus loin. Dès que Damar Hamlin va jouer un snap cette année, il va avoir gagné le trophée. Probablement, oui. Je pense que ça serait une bonne chose. Là, tu sais, malgré tout, là, le gars a passé à 1 ou 2 cheveux de mourir, quand même Exact. sur un bête. C'est même pas ça le pire, c'est sur un bête accident de parcours sur un terrain de football et revient avec ça de ce côté-là. Félix, tu avais un sujet mystère que tu nous as teasé pendant 2 semaines, que tu voulais parler. Maintenant, je te donne la parole. Vas-y, je t'écoute. Conclue ce bloc NFL avec nous, avec ce sujet mystère que tu nous as tellement mis en bouche. Je vais vous mettre en contexte pour ceux qui nous écoutent. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je connais Pop. On a commencé à travailler ensemble sur Aléo. Ça fait à peu près 2 ans et demi de ça. Depuis 2 ans et demi, Pop et moi, on se parle de façon très fréquente. Et évidemment, les deux, on a un amour pour la culture de l'Internet. Pop, je sais pas si tu vois ce que je m'en vais avec ça, mais une des vidéos de la culture de l'Internet que Pop et moi, on aime particulièrement, c'est les sketchs de Key & Peele sur les noms de joueurs de la NFL les plus spéciaux, les plus insolites. Alors, les gars, je vous ai préparé 10 noms de joueurs qui vont jouer dans la NFL cette année, qui sont les noms les plus insolites que j'ai pu trouver, en mettant l'accent sur les recrues de cette saison. J'ai exclu des noms que tout le monde connaît, des noms plus connus comme Ramondre Stevenson, CeeDee Lamb, Amon-Ra St. Brown, Juju Smith-Schuster, Sauce Gardner. C'est les noms que tout le monde connaît. J'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, puis dans les recrues de cette année. Donc, fait que on a officiellement la Félix Forget, Aha Clinton Dix List Award pour la saison 2023. Vas-y, j'en ai 10 et je veux votre avis. On va couronner le champion de ça. Évidemment, je veux pas, c'est pas pour se moquer des noms, peu importe, c'est pour se souligner ces noms qui sont dignes de gagner des games de Scrabble à eux seuls. Alors, je commence. Soit dit en passant aussi, juste une petite précision, qui sont souvent pas leur vrai nom. Tu sais, on a l'impression que c'est des noms, mais tu sais, c'est juste des surnoms. Un peu comme on voyait dans le baseball du 19e siècle. D'ailleurs, allez voir le baseball majeur des années 1800 jusqu'à peu près 1910. Il y a des noms. Mais des noms, mesdames, messieurs. Mais ça, c'est juste pour la petite précision. Félix, vas-y avec ton premier candidat. Des noms exceptionnels. Et le premier avec qui je commence, un nom dont j'ai parlé plus tôt dans l'épisode, un choix de première ronde cette année, un receveur des Seahawks, j'y vais avec Jackson Smith-Njigba, le premier candidat, un choix de première ronde, qui va être le 3e receveur des Seahawks derrière le duo Metcalf et Lockett. Devrait avoir une très très grande carrière en tant que receveur à l'intérieur des lignes. Jackson Smith-Njigba est mon premier candidat. Le deuxième, on se transporte du côté de Jacksonville, un choix de 3e ronde cette année. On va du côté. Dis-moi pas qu'il s'appelle Jackson. Non, il s'appelle pas Jackson. Non, j'aurais aimé ça. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé de Jackson à Jacksonville. J'y vais avec un porteur de ballon, repêché en 3e ronde cette année. Tank Bigsby. J'ai choisi, j'avais le choix entre lui ou Tank Dell. Je suis allé pour Tank Bigsby, qui va être le 2e running back de cette équipe-là derrière Travis Etienne. Un nom exceptionnel. Le gars s'appelle Tank. Les Jaguars vont être 0-17, c'est confirmé, ils vont tanker. Wow, ok, nice. Maintenant, je vous transporte du côté des Jets de New York.
Encore une fois, un porteur de ballon qui a été repêché cette année. Un ancien qui est gradué de Pitt College. Un choix de 5e ronde. Israel, ou Izzy Abanikanda, qui est un running back qui a passé la dernière saison du côté de Pitt, vient d'avoir une très très bonne saison. Va être pris derrière Dalvin Cook et Breece Hall, évidemment, mais on parle d'un gars qui est un coureur pur et qui est encore très jeune, pourrait se tailler un poste au sein de cette rotation de porteur de ballon. Maintenant, je vous amène du côté des receveurs. J'en ai 2 pour vous. Un vétéran et une autre recrue. On va commencer avec la recrue, un choix de 5e ronde cette année, qui est un peu mon chouchou de la dernière cuvée de repêchage. Un gars qui, même s'il a été un choix de 5e ronde, je m'attends à le voir jouer beaucoup en raison de la blessure de Cooper Kupp. Je parle ici de Puka Nacua, qui est un genre de Deebo Samuel, un peu, si vous voulez, un genre de comparatif de style de jeu. Vous risquez de se créer un rôle, parce qu'avec les Rams, à part Cooper Kupp, je me mets au défi de me nommer le deuxième receveur. La réponse était Van Jefferson. Puka Nacua peut facilement dépasser Van Jefferson à ce niveau-là. Et l'autre receveur... C'est très Pokémon dans le concept, ce nom-là. C'est très... Même, mon Dieu. Oui, j'aime ça. Et l'autre receveur, un vétéran, peut-être que vous avez déjà vu son nom passer à Atlanta, vient de changer d'équipe cette année, maintenant un membre des Eagles de Philadelphie. Je parle ici de Olamide Zacchaeus, qui a été un très très bon receveur avec les Falcons, sans être un numéro 1 évidemment, était quand même un bon gars de profondeur, qui va être pris derrière A.J. Brown et Devontae Smith à Philly, mais qui est quand même un très bon receveur qui va amener de la profondeur. Maintenant, je reviens encore avec les recrues. Les recrues m'ont donné des beaux cadeaux cette année. On se transporte du côté de Las Vegas, la ville du vice, et je vous parle d'un ailier rapproché, qui a un nom qui va probablement vous dire quelque chose. Michael Mayer, un joueur repêché cette année. Michael Mayer a été repêché en 2e ronde. Évidemment, ça rappelle le nom de Michael Myers, qui est un personnage très connu dans les films de la série Halloween. Va être le lié rapproché partant de cette équipe-là qui vient de perdre Darren Waller. Alors, si vous cherchez un film d'horreur, regardez du côté de Vegas, un lié rapproché qui est tout désigné pour vous. Maintenant, je vous amène à Tennessee, parce qu'évidemment, ce ne serait pas une chronique de Félix sans qu'on parle un peu des Titans. Je vous amène du côté d'un plaqueur offensif, un joueur qui a été repêché en 3e ronde l'an dernier et qui a été suspendu pour les 6 premiers matchs de la saison. Je parle ici de Nicolas Petitfrère. Oui, ça s'écrit Petit Frère. Il vient d'être suspendu parce qu'il a parié sur un événement sportif sur les installations de l'équipe de la NFL, ce qui est interdit, il va rater 6 matchs. A connu une bonne première saison. Son absence va faire mal à une équipe dont la ligne offensive est une vraie catastrophe. Je pense qu'on va... Celui-là me fait penser à Jason Pierre-Paul. Oui, c'est clairement de descendance haïtienne aussi. Oui, probablement. J'adore le nom. Quand ils l'ont repêché, je suis tombé en amour avec lui tout de suite. Puis, connu une bonne première saison en plus. Ouais, je viens de faire mes recherches sur Nicolas Petitfrère. Oui, de descendance haïtienne. De première génération aussi, là. Magnifique, j'adore ça. Et j'avais pas besoin de plus de raisons de l'aimer, mais tu m'en donnes une autre. Fait que tu vois, c'est parfait ça. Maintenant, je vous amène du côté des botteurs, parce que oui, j'ai trouvé un botteur avec un nom exceptionnel. Un botteur. Est-ce que ça peut être est-ce que c'est mieux que Rodrigo Blankenship? C'est peut-être pas mieux, mais le mime qui vient avec est quasiment mieux. Plus que les lunettes. Oh, peut-être. Je vous amène du côté des Chargers, un joueur qui est arrivé en milieu de saison l'an passé et qui est rapidement devenu un favori de la foule en raison de son nom de famille. Cameron Dicker. Le joueur, ça fait Dicker de Kicker, évidemment. Les memes sont partis pendant 2 semaines. Cameron Dicker va être le batteur partant, a battu Dustin Hopkins cette année pour le poste de batteur des Chargers. Donc j'ai bien hâte de voir ce que Cameron Dicker va être capable de faire cette saison. Et parlant des Chargers, je vous amène maintenant du côté de la défensive où j'ai 2 autres noms pour vous. Un ancien des Chargers qui est maintenant rendu du côté de Kansas City. Un secondaire du nom de Drew Tranquill. Donc oui, Drew Tranquille. Ok, Tranquill. Tranquill, ok. et ça s'écrit vraiment tranquille. Il manque juste le E à la fin et sinon tout tranquille. Oh mon Dieu. C'est magnifique pour ça, un nom qui est beaucoup plus drôle en français qu'en anglais, j'imagine. Et je finis avec un autre. J'ai déjà hâte que Pierre Marcheval le prononce live durant un match à RDS. Et je vous amène du côté de Cleveland pour les derniers, un autre secondaire. Rien de mieux que l'Ohio. Rien de mieux que l'Ohio pour les noms exceptionnels. Je vous ramène un peu dans le temps.
avec une chanson de DJ Snake, la chanson Taki Taki que vous connaissez probablement bien. Et je vous amène avec un secondaire des Browns du nom de Sion Taki Taki. Je vous jure, il s'appelle vraiment Taki Taki comme le nom de la chanson. Et petit fun fact sur Sion Taki Taki, quand les Browns l'ont repêché en 2019, ils ont essayé de l'appeler pour lui dire qu'elle allait le repêcher comme c'est la coutume de faire avec les joueurs recrues. Et Taki Taki n'a pas répondu pour une raison bien simple. Il était aux toilettes. Donc ça y a pris un peu de temps avant d'apprendre qu'il avait été repêché par les Browns. Ça y a pris comme un 5-10 minutes de plus. Ils l'ont repêché sans pouvoir lui dire avant. Il a fait le saut quand il l'a appris. Donc voilà, ce sont les 10 meilleurs noms de la NFL à mes yeux pour la saison 2023. Wow, Félix, quelle liste, quelle recherche, merci. 10 sur 10. Merci. Mais je dois dire que Michael Myers, autant que le nom est simple à prononcer et à écrire, moi juste imaginer Michael Myers le slasher et peut-être même Mike Myers, Oui, s'il te plaît, a.k.a. merci. En v'là un qui nous... Austin Power. S'il vous plaît, est-ce qu'on Porter un peut ballon. jouer... Je ne rêve que lorsque son nom est appelé, que Bohemian Rhapsody joue après. Oh oui. Je ne Ou rêve genre- que de ça. Ou genre, tu fais juste un sound effect, genre, pis mettons, il fait un premier jeu, ça sera genre, Yeah, baby! A little Bohemian Rhapsody, ladies and gentlemen. oh oui, mais, écoute, Félix, on pouvait pas avoir une meilleure conclusion pour ce podcast. Mesdames, messieurs, c'est tout le temps qu'on avait avec vous aujourd'hui pour cet épisode de la Triple Menace. On vous rappelle de nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram. On est maintenant rendu sur TikTok également. On va commencer à produire du contenu et à vous partager ça sur nos réseaux sociaux. Vous savez déjà la liste des endroits où vous pouvez trouver notre podcast semaine après semaine. On sera de retour lundi prochain avec ce qui sera passé durant cette première semaine d'activité dans la NFL. J'étais Pierre-Olivier Poulain, Emilio Costanza, Félix Farger. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.